Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être là. Je voulais quand même commencer par remercier les organisateurs de m'avoir permis de venir aujourd'hui à Nice partager quelques idées avec vous, où j'ai rencontré des gens incroyables, qui font des choses incroyables et qui ont un sens de la fête incroyable. Et ça m'a beaucoup plu, beaucoup séduite, j'étais très contente. Je voulais aussi, est-ce qu'elle est encore là? Ah oui, Céline. Je voulais adresser aussi des remerciements particuliers à Céline Perrin parce que quand elle m'a contactée il y a 1 an et demi pour me proposer cette intervention, vous savez comment elle est avec sa voix douce, tout ça, elle vous convainc, elle vous dit... voilà. Et donc, nous étions connus à Strasbourg quand elle a fait le master et nous avons fait de la recherche ensemble, donc on en garde un très bon souvenir, je crois. J'étais honorée, parce que ça faisait déjà un moment que je n'étais pas vue, c'était la phase où je me sentais honorée. Bon, après, il y a eu la phase d'angoisse, qui je pense va s'achever dans les 20 minutes qui viennent, hein, enfin je l'espère en tout cas. Et ce sujet qu'elle a imposé, comme l'a dit Carole Amsalem hier, elle a une façon de dire, voilà, ben, vous faites ça, hein, c'est comme ça. Et ça s'appelait recherche et réflexivité, là vous l'avez là, vers un épanouissement mutuel. Alors vous voyez, recherche et réflexivité sont déjà 2 mots bien chargés hein, en eux-mêmes. Et puis vers un épanouissement mutuel, ça c'est quand même, c'est quasiment romantique hein, et c'est très, très positif. Bon. Alors on a discuté beaucoup sur la préposition, je ne vais pas vous l'infliger là, mais on a discuté beaucoup sur vers ou pour. Moi j'étais pour. Et le comité scientifique a décidé que ce serait vers, et je pense que c'était plus, comment dire, plus ouvert, on va dire, voilà, plus ouvert le vers. Donc ce que je vais essayer de faire là avec vous ce matin, c'est de voir comment la fréquentation réciproque de réflexivité et recherche peuvent nous apporter des éléments de développement intéressants, en particulier pour les praticiens-chercheurs que nous sommes et que vous êtes. Hier, j'ai eu une idée, mais j'ai dit non, maintenant ça suffit, ça en terminait. Je pensais que la réflexivité pouvait se dérouler dans le trait d'union entre praticiens et chercheurs. Et que peut-être il faudrait creuser cette idée, parce que c'est peut-être là qu'on peut confronter peut-être ces postures et se développer. Alors, oui, il ne faut pas que j'oublie mes diapos, ça c'est un peu mon truc, je cause, et puis voilà. Donc, la recherche scientifique, je ne vais pas faire de grandes définitions, mais juste poser peut-être quelques jalons pour qu'on parle bien de la même chose. Alors, la recherche scientifique, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une activité fondatrice de la production des savoirs et des connaissances qui ensuite alimentent nos pratiques professionnelles. Là-dessus, je pense que c'est bon. Et cette recherche scientifique, elle a une place dans les formations. Toutes les formations actuellement, je crois de très rares exceptions, on donne une place à la recherche. Alors évidemment, elle peut s'incarner dans des mémoires, dans des thèses de praticiens, dans des articles, dans des communications, comme dans les colloques avec les chercheurs d'or par exemple, mais elle peut aussi, dans nos pratiques professionnelles, s'incarner dans des choses peut-être plus modestes. Et je pense que dans les pratiques des CESU, d'après ce que j'en ai compris, il y a un bon potentiel de recherche à partir de terrain par des praticiens-chercheurs. Mais alors, je suis allée voir quand même ce qu'on disait sur les CESU, et j'ai trouvé, je ne sais pas si... Oui, voilà, que dans les compétences, la 7e compétence était contribuer à la recherche en pédagogie et en santé. Donc, elle est bien là, la notion de recherche, avec initier et conduire une démarche de recherche au sein du CESU, après une réflexion et une méthodologie mise en place par l'équipe des CESU, participer à la réflexion sur les axes de recherche à prioriser au sein des CESU. Donc je pense que vous le savez mieux que moi, mais je tenais quand même à le rappeler pour dire que c'est le cadre, hein, c'est le cadre. Une autre chose dont on est à peu près sûr, on est sûr que la recherche, ça produit des connaissances. L'autre chose dont on est à peu près sûr, c'est le processus de recherche. Le processus de recherche est stabilisé. Quand on fait de la recherche, on a vu les brillantes
présentation hier après-midi des chercheurs. Quand on présente la recherche, c'est une question de terrain ou une question plus fondamentale. C'est la problématiser, la mettre dans un cadre conceptuel et théorique pour voir ce que les autres ont fait, et puis constituer une démarche de recherche avec méthodologie où on produit des outils de recueil de données, des résultats, on discute les résultats, etc. Et après, on les présente, on les communique. Donc là-dessus, on est à peu près sûr que ça fonctionne. Mais, excusez-moi, j'ai attrapé un chat niçois dans la gorge. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de regarder l'évolution de ces processus de recherche. Depuis l'histoire, je ne vais pas remonter à l'Antiquité, mais juste à grands traits, regarder un peu l'évolution. Parce que quand même, cette réflexivité, là, en ce moment, elle est saisissante. Elle est partout, la preuve, le thème du colloque. Et quand je vois toutes les affiches, je vois césu et réflexivité, je me dis quand même, c'est quand même extraordinaire. C'est pas banal, quoi, aux yeux de l'histoire, d'arriver à cette proximité entre des chercheurs, des médecins, des CESU et puis la réflexivité. Et il y avait encore, il y a une dizaine de jours, un congrès sur la réflexivité à Montréal aussi. Et il y en a vraiment partout. Nous sommes saisis par la réflexivité. Et je me suis dit peut-être que pourquoi, quelle évolution a produit cet effet quand même remarquable. Alors, je voudrais juste revenir un peu en arrière pour voir comment on faisait de la recherche et comment on essaie d'en faire maintenant et vers quelle modification on se tourne. Alors la recherche, bon, on en faisait dans l'Antiquité, je ne vais pas remonter jusque-là, mais la recherche, la science moderne qui émerge au XVIe et XVIIe siècle avec les grands noms comme Galilée, Copernic, Kepler, Newton, etc., elle a évolué. Mais elle a évolué. La science moderne, on la date à ce moment-là, mais il n'y a que le XIXe siècle qui a vu la création des disciplines, des labos de recherche. Et rappelons que le CNRS et l'UNESCO ont été créés seulement au XXe siècle pour une recherche plus organisée et plus interdisciplinaire, avec la distinction recherche appliquée, recherche fondamentale, etc. Mais tout ça, c'est récent, en fait. Aux yeux de l'histoire. Pour ça que les choses vont vite quand même. Et maintenant, on parle de réflexivité. Peut-être que le CESU, dans 10 ans, je ne serai certainement plus, mais vous aurez d'autres préoccupations, d'autres mots qui seront tout aussi extraordinaires parce que, justement, il y a des évolutions. Alors, dans ces recherches qui étaient dominantes, la façon de faire la recherche, l'attention est portée sur les faits, l'analyse des faits, rien que les faits, sans se préoccuper des sujets, des contextes. On observe, on décrit, on recherche des lois scientifiques et dans une démarche objective, qui se voulait objective. Le chercheur recherche une neutralité garante de cette objectivité et il se centre beaucoup sur le comment les choses fonctionnent, plutôt que sur le pourquoi. Alors cette représentation d'une science commune à tous les savants qui la pratiquaient, nous laissait croire que la science produit des vérités neutres, objectives, universelles, et donc indépendantes des contextes de production, de diffusion et de réception des connaissances. C'est aussi une préoccupation qu'on peut avoir, ce qu'on produit, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va en faire. Et la société a adopter cette représentation de la recherche, et on a vu d'ailleurs les débats autour de la période du Covid sur justement cette quête de vérité scientifique, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font on cherche des lois, on cherche des vérités, et puis finalement, il n'y en a pas. Il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a de la complexité. Donc ce modèle, il a été dominant, et il le reste encore maintenant, dans les sciences réputées dures, mais si elles sont dures, ce n'est pas parce qu'elles sont dures en elles-mêmes, c'est parce que le cadre qui leur est donné, la façon de faire la recherche, est assez rigide et assez normé. Les sciences humaines et sociales, qui apparaissent, qu'on appelait les sciences de l'homme, avec un certain décalage au XIXe siècle, et qui se sont développées surtout au XXe, eh bien, pour exister, qu'est-ce qu'elles font les sciences sociales? Elles copient les méthodes des sciences réputées dures. Ah, mais j'ai oublié, eh bien, évidemment,
Ça, j'en étais sûre. Je suis insupportable. Ouais. Oui, alors ça, le titre, c'était ça. Effectivement, bah, vous voyez, on n'est pas si loin. Hein. Voilà, je vous mets les deux, comme ça, je suis tranquille. Bon, alors, j'étais en train de dire quoi, là Oui, que les sciences de l'homme donc, ont adopté les façons de travailler des sciences réputées dures. Et les sociologues, les ethnologues se sont vite heurtés aux limites de cette façon de travailler parce qu'ils étaient sur des terrains et ils avaient des préoccupations qui n'arrivaient, et des questionnements qu'ils n'arrivaient absolument pas à améliorer, à résoudre avec ces méthodes-là. Alors, l'exemple qu'on cite souvent et qui est marquant, c'est l'école de Chicago, début du XXe siècle, où là, les chercheurs vont aller sur le terrain parce qu'ils sont obligés, pour recueillir des informations, pour faire avancer la recherche, ils sont obligés de faire appel aux acteurs de terrain, à leur expérience vécue, aux pratiques sociales, aux discours, aux imaginaires, aux archives, enfin aux idées, et c'est ça leur source. Alors évidemment, ça change complètement les choses, et être sur le terrain avec des êtres humains qui sont les objets de recherche produit des questionnements différents et une interprétation forcément différente des données avec une complexité croissante. Donc, le contexte et les acteurs prennent une place importante et c'est là qu'on va commencer à parler d'observation participante qui fait que le chercheur, le vécu du chercheur et la présence du chercheur fait partie de la méthodologie de recherche. Et il faut mettre ensuite des garde-fous, etc. L'école de Chicago, c'est... donc je voulais juste faire un clin d'œil à l'actualité, parce qu'au début de l'école de Chicago, le sujet de travail, c'était les questions d'immigration. Parce que c'était l'époque où les États-Unis avaient une grande immigration, en particulier à Chicago, et il fallait trouver des fonctionnements, comprendre surtout, plutôt que trouver, comprendre comment les choses se posaient pour pouvoir faire la recherche. Alors, je voulais vous donner un petit exemple qui est facile à raconter, qui montre justement ce basculement que je voudrais souligner. C'est l'expérience de Kurt Lewin, vous avez peut-être entendu parler de lui, qui est c'était un psychologue allemand. Il travaillait comme un psychologue normal en Allemagne, bon, voilà. Et en 1933, il pense qu'il vaut peut-être mieux qu'il change de pays parce que les événements n'étaient pas propices. Et il continue à travailler comme un psychologue normal aux États-Unis, jusqu'à ce qu'on fasse appel à lui. C'était l'expérience date de 1943, où la question était la suivante. Il y avait des questions de malnutrition dans la société civile, parce que les bons morceaux de viande étaient envoyés au front, aux soldats, et la population n'avait plus grand-chose à manger. Donc, il fallait que... ils appelaient ça les ménagères, j'adore le mot ménagère, s'investissent dans, dans la consommation de ce qu'on appelait des bas morceaux. Bon, problème, ça n'avançait pas, on va chercher Kurt Lewin. Et Kurt Lewin, avec son équipe, descend de son labo. Enfin, descend, c'est l'image, mais vous savez qu'on représente toujours les chercheurs dans des labos, avec des microscopes en particulier, des grosses machines. Donc, il descend de son labo et il commence à travailler sur la question. Alors, pour aller vite, il fait des groupes, il a fait 6 groupes d'à peu près entre 13 et 17 ménagères. Et dans la moitié des groupes, ils font une information avec des nutritionnistes. Ils expliquent à quel point les bas morceaux sont pleins de ressources nutritives. Enfin, on fait beaucoup de démonstrations, etc. Et puis dans les autres groupes, il fait travailler les femmes ensemble. Hein. Il fait des groupes, des sous-groupes dans les groupes, et puis il leur pose des questions, il leur dit voilà le problème, et allez-y. Et alors, elles discutent, elles confrontent, elles créent des idées, etc. Et le résultat, c'est que dans les groupes où il y avait eu que de l'information, il y a eu 3% de modifications. Et dans le groupe où les femmes ont pu... Elles avaient un nutritionniste aussi à disposition, mais c'est elles qui ont créé les choses. Et elles avaient... il y a eu 35% de changement de comportement. Donc, conclusion,
Kurt Lewin commence à expliquer que, bah oui, les changements, ils ne peuvent être que conduits par les acteurs eux-mêmes et ils ne peuvent pas être conduits par des sachants, n'est-ce pas, ou des savants qui l'imposent. Et donc, de là est née la notion de recherche-action, action research en anglais, parce que action est devant, moi je préfère, mais bon, on appelle ça les recherches-action, que plus personne ne fait actuellement, ou ceux qui croient en faire, ils pensent qu'ils ont une recherche et ils vont sur le terrain et c'est une recherche-action, mais la recherche-action, c'est tout un ensemble de stratégies pour que justement les acteurs soient impliqués, tous les acteurs soient impliqués dans la recherche et créer une dynamique justement qui permet d'affronter les questions, de les confronter, de les résoudre, etc. Alors, évidemment, si je dis plus personne n'en fait, c'est parce que c'est extrêmement consommateur de temps et que maintenant, la recherche-action en un clic, c'est pas possible. Et donc, comme beaucoup d'autres choses, mais là, vraiment, c'est plus possible. Alors, ça, c'était l'histoire de Kurt Lewin qui explique justement cette transformation vers les acteurs, vers le terrain, qui devient vraiment source de recherche. Et je voulais encore vous citer quelqu'un d'autre qui, à mon avis, a marqué aussi ces évolutions. Alors, c'est le passé, mais moi, quand je suis exaspérée par les âneries du mondemoderne.com, j'aime bien retourner vers le passé pour rechercher les pères et les mères, mais il y en a peu de mères, fondatrices, fondateurs, pour voir comment la pensée est née, comment elle a évolué, et il y a des noms qui ont quand même marqué l'histoire. Donc celle de Bruno Latour, sociologue français. Bruno Latour, il voulait comprendre la genèse de la connaissance de la production scientifique. Et il pensait qu'on pouvait travailler comme les anthropologues qui vont dans des contrées lointaines, dans des forêts lointaines pour étudier des tribus extraordinaires. Ils ont une façon de travailler que lui pensait pouvoir utiliser aussi sur nos questions de société à nous. Donc, il décide de faire ça dans des laboratoires de recherche pour vraiment comprendre comment la genèse de la production scientifique se passait. Et donc, il part, c'est dans les années 1978 à peu près, il part à San Diego dans un laboratoire de neuroendocrinologie, où il y a eu d'ailleurs un prix Nobel de médecine en 1978 d'un certain Roger Guillemin. Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce labo, à la manière des ethnologues? Eh bien, il étudie minutieusement tout ce qui se passe avec son équipe. C'est-à-dire, c'est de la description, mais de tout. Alors, quand on lit des extraits, c'est marrant, c'est comme un scénario de film, quoi, où il dit, monsieur Untel dit ça, il entra, il fit ceci, et l'autre lui répondit ça, posa cette question. C'est-à-dire une description vraiment très fine et très minutieuse de tout ce qui se passe dans un labo, et avec tous les acteurs, hein. Tous les acteurs, tous les individus, à quel niveau de travail que ce soit, dans leur singularité, dans leur activité singulière. Donc ce qu'il fait en fait là, c'est qu'il donne de l'importance à des éléments que d'habitude on ne regarde même pas, hein. Ce sont des éléments qui sont souvent oubliés ou complètement oubliés ou juste négligés. Et lui réhabilite justement toutes ces petites choses qui font qu'on peut comprendre mieux et de façon très précise comment on génère de la connaissance, comment on génère des savoirs. Maintenant, la réflexivité, qui est née, je pense que vous le pressentez, de toutes ces évolutions-là. La réflexivité, alors là aussi, on en a beaucoup entendu parler, on a beaucoup de définitions. Moi, je voulais insister juste sur un petit aspect qui me semble important. La réflexion au sens de la pensée, ça on l'a beaucoup vu, mais c'est aussi la réflexion, c'est aussi la réflexion du miroir, hein. C'est-à-dire que faire la réflexivité, c'est aussi se voir dans un miroir, dans la dimension, toutes les dimensions aussi, affectives, cognitives, sociales, et puis forcément aussi le regard d'autrui, hein. La réflexivité, c'est son reflet dans un miroir, mais c'est aussi le regard des autres qui permet justement
de confronter et de discuter. Je dis quelque chose, on discute, on me contredit, je cherche avec les autres d'autres façons de travailler, etc. Enfin bon, je crois que ça, on l'a beaucoup abordé déjà. Je m'interroge moi-même et je me regarde, mais en même temps, je travaille dans la réflexivité des autres, ce qui veut aussi dire que la réflexivité se travaille à plusieurs. Parce que parfois, on a souvent une impression de réflexivité entre moi et moi-même, comme ça, on se prend la tête, qui suis-je, où vais-je, où cours, etc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est disons, stérile. C'est l'idée que ça se travaille à plusieurs, et en particulier en équipe. Et quand on dit, on a parlé hier aussi de auto-réflexivité et hétéro-réflexivité, l'hétéroréflexivité, c'est aussi le regard des pairs et des gens qui s'entourent, mais aussi une hétéroréflexivité qui peut venir de l'extérieur, de plus loin, d'où les colloques aussi et les confrontations dans différents milieux de recherche. Alors, c'est vrai que, vu comme ça, cette réflexivité, on se dit, mais finalement, la réflexivité, on fait ça tout le temps, hein. On fait ça un peu comme la prose de M. Jourdain. Ce n'est pas extraordinaire de faire de la réflexivité si on la sort de notre secteur d'éducation et de recherche. Et je me disais, peut-être que c'est finalement une activité assez banale, et ça me faisait penser aussi, je faisais le parallèle avec l'évaluation, dont on a parlé aussi hier avec Racha Onesi. L'évaluation, la réflexivité sont des mots qui ont un sens particulier quand on les met dans nos secteurs de travail, mais qui sont des mots que tout le monde utilise tout le temps. Par exemple, l'évaluation, si on faisait un ou-clap sur évaluation, on aurait évidemment stress, notes, écos, tout ça. Or, en fait, l'évaluation, c'est ce qu'on fait aussi tous les jours, hein. Par exemple, la première évaluation, puisqu'on parlait de miroir, c'est le matin dans la glace, hein. Première évaluation, qui débouche sur une décision, je me recouche, je me maquille, je sors, etc. Et alors, je plaisante un peu là, mais c'est quand même l'idée aussi qu'on a des activités, évaluation, réflexivité, pour moi, ce sont des activités normales, humaines, sociales, mais qu'on met à... Enfin, c'est normal, vous me direz qu'on les utilise pas de la même façon partout. Mais je vous parlais tout à l'heure de Dewey qui lutte contre le décloisonnement, justement, entre toutes ces idées. Donc, maintenant j'arrête de dire des bêtises, on revient à la réflexivité en recherche, et là, on voit que cette démarche, eh bien, elle resitue la recherche dans sa finalité, et elle permet de mettre en question, de relativiser. Enfin, on l'a déjà beaucoup évoqué dans ce colloque. Et tous ces éléments-là, cette remise en question, cette discussion, cette distance qu'on prend, elle est nécessaire pour augmenter le degré de fiabilité de la recherche, hein, parce qu'elle est plus précise. Et on est aussi dans la subjectivité, parce que ça, on ne va pas en discuter, mais objectif, subjectivité, c'est toujours aussi un énorme débat. Mais là, on est dans des subjectivités assumées, et elles sont plus pertinentes que des subjectivités ignorées ou pire, occultées, ce qui est souvent aussi très nocif. Le dernier point sur cette idée de la réflexion en recherche, c'est aussi la quête de la compréhension aussi et de la considération qu'on porte aux personnes avec qui on travaille, aux acteurs qui sont les gens qui répondent à nos questionnaires, à nos enquêtes, qui sont des informateurs, des témoins, parce que le regard et la confrontation des groupes sociaux concernés ou des instances institutionnelles dans lesquelles on fait de la recherche sont vraiment constitutives de la démarche réflexive. Comment la réflexivité nourrit-elle la recherche? Alors là, je vais passer vite parce qu'on a dit beaucoup de choses. Le problème, c'est que quand j'ai dû envoyer mon diaporama, je ne fais pas d'anglais, mon diaporama, après 3 rappels, une fois qu'il est parti, il est parti. Et puis hier, je me disais, non, mais j'aurais dû mettre ça, je voudrais enlever ça, etc. Mais bon, il y a un côté trop tard, c'est pas grave. Donc on se débrouille et on improvise.
Alors, je vous mets tout ça parce que vous allez voir que vous avez déjà, on a tout vu pratiquement. C'est vraiment, encore une fois, cette activité extrêmement minutieuse et extrêmement précise qui va permettre de faire avancer la recherche d'un côté. Je ne veux pas dire qu'elle ne fait pas avancer la réflexivité, puisque la réflexivité sert justement à faire avancer la recherche. Alors, là-dessus, on a toujours ces idées de confrontation, de verbalisation, de dégager l'implicite, hein, d'expliciter. Alors, tout ça aussi, c'est long et complexe, bien sûr, mais c'est la condition pour que ça puisse exister, hein, et justement d'assumer aussi les subjectivités, ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Alors, bon, ça, je vous l'avais vu, ça. Non, je voulais m'arrêter sur elle donne du sens à l'expérience. Et là, je vais parler encore de l'expérience pour terminer, parce que quand on dit elle donne du sens à l'expérience, c'est l'expérience des individus dans toutes les dimensions, cognitive, affective, sociale, c'est-à-dire que plus on est minutieux, plus on dégage l'implicite, plus on explicite, plus on va comprendre, plus on va prendre conscience et plus on va pouvoir prendre du recul. C'est comme ce qu'on appelait la métacognition dans le temps, quand Piaget disait que sur un axe je pense et puis sur un axe parallèle j'essaie de comprendre comment je pense. C'était les débuts de la réflexion justement sur ces questions de métacognition. Là, c'est de pouvoir se connaître en tant qu'apprenant, et plus on se connaît, plus on est efficace. Et là, c'est un peu la même question dans la recherche. Plus je suis minutieux, plus je comprends comment les choses fonctionnent, comment j'avance, comment je fais avancer la recherche avec les autres, plus on est efficace. Alors, ça c'est, voilà. Les apports mutuels, recherche, réflexivité. Alors, j'en ai conclu, après avoir travaillé, réfléchi, qu'en fait, ce qui me semble le plus important, c'est qu'elle se donne réciproquement un cadre. Hein. C'est-à-dire que la recherche va donner un cadre à l'interrogation de soi comme chercheur. On va passer de l'intuition au questionnement construit. Et la réflexivité, elle va donner un cadre à la construction et à la précision de la question de recherche par la confrontation, la reformulation, le partage, et elle va nous amener à une rigueur intellectuelle de plus en plus grande. Ensemble, les deux, recherche et réflexivité, créent une distance avec l'action qui se mutualise. Hein, la distance qu'on fait par rapport à un objet de recherche quand on fait de la recherche, mais aussi que la réflexivité va soutenir. Elles ouvrent au dialogue et au collectif. Bon, ça, on l'a aussi beaucoup dit, puisque c'est du travail d'équipe particulièrement, par des séminaires, des confrontations d'idées, des travaux de publication, etc. Et elles transforment ensemble la pratique et le praticien, puisque l'évolution va se faire par les apprentissages et par l'expérience explicitée. Alors ça, je vais passer là encore un peu à... Voilà. À Dewey, que j'évoquais tout à l'heure. Pour une recherche, alors j'avais mis pour une démarche de recherche réflexive un va-et-vient, parce qu'évidemment, on plaide là pour une démarche de recherche réflexive. J'avais mis un va-et-vient et puis après une boucle récursive, parce que je ne suis pas sûre que le va-et-vient soit tellement pertinent. Mais enfin, vous me direz, vous en ferez une idée. C'est quand même l'idée aussi plutôt de cette boucle récursive, parce que Dewey, donc philosophe américain, c'était vraiment un mec génial, Dewey, ça faut le dire, mais il est un petit peu oublié actuellement, quoiqu'il revienne avec sa théorie de l'enquête qui remplace un peu ce qu'on appelle, nous, les entretiens semi-directifs, etc. C'est une façon de faire la recherche avec les gens. Mais il a été un philosophe, il avait fondé une école de philosophie pragmatique, mais il a aussi été un grand pédagogue. Et il reste un grand pédagogue quand on lit ses écrits, avec en plus une idée de la pédagogie qui
qui est démocratique et qui libère en fait les individus. Enfin bon, c'est une autre question. Donc, Dewey, ce qu'il dit, et que je pense la fondamentale, d'ailleurs, il y a 3 phrases que j'ai retenues qui me semblent très intéressantes et fondatrices, c'est « nous n'apprenons pas de l'expérience, mais de la réflexion sur l'expérience ». Donc, je ne commente même pas, puisque c'est ça la réflexivité. Et ce qui est aussi extrêmement, à mon avis, pertinent, c'est que l'individu réélabore son expérience tout au long de sa vie. Hein. C'est-à-dire que on expériencie l'expérience, on élabore avec la réflexivité, et puis et ça nous donne une nouvelle expérience sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir continuer l'expérience. Donc, et avec cette phrase intéressante aussi, réinterrogeons sans cesse ce que nous tenons habituellement pour acquis dans un domaine donné pour nourrir l'expérience. Questionnement sur... Alors, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit oui, mais enfin bon, on ne peut pas toujours tout réinterroger, remettre à zéro, mais ce n'est pas remettre à zéro, c'est partir de ce qu'on croit, de ce qu'on sait, de ce qu'on veut faire, pour le réinterroger, pour être sûr. Comme je dis souvent, les étudiants que j'encadre, vous partez de la 2e marche. Hein. Il faut parfois savoir partir de la 1re marche, voire du sol, si nécessaire, pour ne pas justement rater les étapes de cette démarche de recherche réflexive. Et puis j'ajoute un petit peu de Bachelard, c'est mon chouchou, Bachelard aussi, j'en ai plusieurs comme ça, qui dit « L'esprit scientifique se manifeste surtout dans l'attitude qui consiste à reconnaître et à poser les questions. » La question est fondamentale. Souvent, on a envie de résultats. On pense beaucoup aux résultats, alors qu'il n'y a pas de résultats satisfaisants si les questions ne sont pas fondamentalement bien posées. Et là, on a le Bachelard qui rejoint Dewey en disant « Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. » Et c'est ça notre travail de recherche réflexive, c'est de construire. Voilà. Alors, pour conclure, recherche et réflexivité comme modalité de la démarche et comme finalité. C'est-à-dire c'est la façon de faire de la recherche, mais c'est aussi le but à atteindre en recherche, ce qu'on veut faire comme type de recherche. Et quand je dis finalité, c'est aussi de se soucier de la production des connaissances, comment elles vont être diffusées, quels effets elles vont avoir sur la société ou dans les institutions, c'est-à-dire de penser l'ensemble du processus. Comme un rapport différent à la connaissance et à sa production. Et là, je pense que c'est fondamental. Parce que on pourrait presque parler de rupture épistémologique, mais c'est peut-être un peu tôt. Mais si je fais le parallèle avec, je sais que dans les CESU, vous êtes passé depuis longtemps à ce qu'on appelle la pédagogie active, et vous avez quitté le paradigme de la pédagogie transmissive. Et je pense que là, on pourrait dire que pour ce qui se passe en ce moment sur la réflexivité, on pourrait être dans le même type d'évolution, hein, où on va davantage entrer dans ce rapport à la connaissance qui est une production différente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en travaillant comme praticien-chercheur dans cette dynamique-là. Alors, le rapport différent, il valorise la compréhension des phénomènes, des pratiques, on l'a déjà vu, et des comportements. Donc, c'est une recherche qui englobe aussi la compréhension de comment on fait la recherche. Et qui éclaire les influences, les biais, on en parlait des biais aussi tout à l'heure, les contraintes, enfin, toutes les valeurs sous-jacentes aussi, je ne me suis pas étendue, mais c'est vrai que là aussi, il faut que chaque chercheur, au départ, soit conscient des valeurs qu'il défend, qu'il partage, des collectifs de recherche. Non, ça va ? Je termine. Voilà. Et qui épanouit l'expérience des chercheurs et des acteurs. Ne jamais oublier les acteurs, bien sûr, qui sont dans un collectif, dans ce type de recherche, on est dans un collectif de recherche dans lequel les acteurs ont leur place et une grande place. Oui, ça c'était les références, bon, ça que j'ai cité tout à l'heure, juste quelques petites références. Et alors pour terminer, je m'étais dit,
je voudrais trouver une belle image qui essaie d'expliciter, qui soit symbolique de ce que je viens de tenter d'exposer. Bon, c'est jamais évident, mais j'en ai trouvé une que je vous la livre comme ça. Voilà, c'est la mienne. Voilà. Parce que, d'abord, elle est belle, et je trouve que recherche et réflexivité, c'est beau, on ne peut pas dire. Et je trouve que, pour moi, mais je ne vais pas l'interpréter devant vous, c'est certainement à vous aussi de l'interpréter, c'est simplement, moi, l'image de cette espèce de cycle, comme ça, comme l'escargot, un peu la boucle récursive, enfin, c'est pas une boucle, mais enfin, c'est une dynamique dans la forme, mais vous voyez aussi, avec beaucoup de complexité, beaucoup de finesse, dans la façon de travailler avec des choses qui sont plus grandes, plus petites, mais bien organisées, tout en étant quand même très ouverte sur la vie du chercheur et des acteurs. Donc voilà, donc je vous propose cette notile en conclusion. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Pardon. Bien, Nicole, moi je comprends pourquoi Céline, elle t'a choisi pour ce sujet. Oui, c'est ça, oui. Quelles sont vos questions pour professeur Nicole Poteau ? Merci beaucoup, Nicole. Je regrette absolument pas mon choix, effectivement, pour ce sujet. Je sais que vous encadrez beaucoup d'étudiants qui découvrent la recherche et qui font la recherche. Et donc, dans la position de celui qui encadre ceux qui font de la recherche, comment se manifeste cette réflexivité ? Ça se manifeste par de l'écoute, d'abord, beaucoup d'écoute. Parce il y a eu un temps aussi où on avait vite fait d'assommer les étudiants de conseils, de sujets, de priorités. Et là, je vois que dans cette évolution, c'est l'écoute pour la prise de conscience, justement, aussi de où on est, qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi ça va servir, et pas seulement pour moi, pour avoir... Parce que c'est vrai, on peut avoir on fait de la recherche pour aussi des avancements de carrière, pour des choses... Mais c'est pour... plus globalement, ma place dans la société quand je fais de la recherche aussi, ça veut dire quoi? Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure, empêcher les gens d'aller tout de suite très vite sur la deuxième marche ou la troisième marche pour rester bien sur les fondamentaux. Et c'est pour ça que les étudiants, souvent, enfin, il y en a dans la salle, je crois, sont un peu, comment dire, récalcitrants ou un petit peu frustrés parce qu'on voudrait aller vite, mais en fait, il ne faut surtout pas aller vite. Il faut aller très lentement et faire ça pas à pas, avec parfois, on patauge, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Mais c'est le processus qui veut ça, le processus, s'il est réflexif. Merci. Ou leur grille d'entretien, alors que la question de recherche est à peine effleurée. Mais ils sont très bien, les étudiants. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question aussi, Nicole. Tu es assez sensible à l'épanouissement, justement, de nos chercheurs. Et est-ce qu'il existe des études ou est-ce que, de ton point de vue, tu peux nous éclairer sur, éventuellement, la différence entre les genres, peut-être, sur l'épanouissement des chercheurs ou, éventuellement... selon la différence recherche qualitative, recherche quantitative, est-ce que tu as remarqué une différence éventuellement de source d'épanouissement en lien avec ces deux critères, le genre et le type de recherche? Moi, je pense que le type de recherche ne joue pas, à mon avis, mais j'en sais rien, c'est une hypothèse, parce que justement, la façon dont on le fait doit empêcher qu'il y ait des différences marquées. Et ce que je vois, moi, et je dis toujours dans les
dans les discours quand je dois annoncer les résultats aux étudiants, leur dire qu'ils ont réussi de toute façon en général, et puis faire un petit discours, quoi, parce qu'en tant que doyenne d'âge, on me confie toujours les discours, et c'est de dire ce qui est sidérant à chaque fois et qui m'émeut aux larmes à chaque fois, c'est la transformation qui est opérée chez les personnes par ce type de recherche. C'est-à-dire une transformation parce que justement, pas à pas, à force de poser les choses, de réfléchir, de faire des feedbacks, etc., il y a une construction, une posture différente qui se construit. Et c'est ça, je crois, qui est important parce qu'on parle de transformation, se confronter pour se transformer. Je pense que c'est essentiel. La transformation, elle ne peut se faire que dans cette dynamique, mais qui est lente quand même. La lenteur, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce qu'il reste des questions ? Bonjour, j'aurais voulu savoir quel était votre regard du coup sur l'IA qui accélère beaucoup les choses en ce moment et notamment sur la réflexion de nos étudiants sur leurs travaux de recherche. Oui, bien sûr, on peut pas. Je ne l'ai absolument pas abordé parce que j'ai essayé de faire plutôt voir les évolutions et ça fait partie de l'évolution dans laquelle on est, pour laquelle on n'a pas quand même encore beaucoup de recul. Moi, je m'en sers aussi, bien sûr, pour faire comme tout le monde. Et en recherche, je pense que ça peut être aussi un outil qui peut nous être utile, qui peut informer, qui peut aider pour des tâches peut-être un peu plus administratives, ou je veux dire. Mais moi, je n'ai, pour l'instant, en termes de références bibliographiques, en termes de contenu, bon, ça, Jacques est parti là, mais lui, il travaille beaucoup plus là-dessus. Ça peut être très utile, mais à condition de tout vérifier et d'avoir un système d'analyse critique très vigilant. Et c'est ça qu'il faut pouvoir faire avec les étudiants. C'est apprendre à analyser, à critiquer ce qui est renvoyé. Je vous avoue franchement que pour faire ça aujourd'hui, bien sûr, à un moment, dans mon côté angoissé, là, je me suis dit, je vais aller regarder ce que dit l'IA. J'ai posé le sujet, je pose des questions. Honnêtement, et c'est pas pour me vanter, mais j'ai été très déçue. Je trouvais ça plat. Je trouvais ça, vous voyez, un peu, bon, je savais tout ce qu'il m'a dit, je le voyais, mais j'arrivais pas à trouver un angle, vous voyez, pour peut-être, parce que, bon, j'avais ciblé le public aussi, mais je sais pas, je pense qu'il y a des choses là à approfondir pour comprendre aussi comment on peut faire des choses intéressantes avec, mais surtout pas se laisser envahir par des données brutes, hein. Voilà. Mais moi, je suis pas du tout experte là-dedans, hein. On commence à... J'ai une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a, enfin, ça paraît évident qu'il faut prendre le temps pour cette réflexivité, pour cheminer, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les injonctions en termes de temps qu'on a, que ce soit du cours d'une formation pour rendre rapport à sa hiérarchie à une institution? En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément valorisé de prendre ce temps. Tout à fait. Bon, d'accord, je voulais le dire. Je pense que ce que j'ai raconté là, c'est certainement utopique. Mais à mon avis, il n'y a que les utopies qui font avancer le monde vraiment. Et là, ce que tu dis, là, Sylvia, est vrai, mais il n'y a pas d'échappatoire. Si on veut vraiment faire ce travail-là, il vaut mieux en faire peut-être parfois moins, ou être plus modeste dans les ambitions, mais le faire de façon à construire une posture qui ensuite va être profitable aussi pour les pratiques professionnelles, pour la formation, pour des tas d'autres choses. Donc tu vois, c'est pas faire pour faire juste une recherche, c'est faire pour développer son potentiel personnel et professionnel avec des retombées. Mais alors, de toute façon, le critère temps, actuellement, moi, pour ça je disais, les gens font plus de recherche-action, soit parce que plus personne n'a le temps, mais le rapport au temps, c'est aussi notre question à nous, de savoir ce qu'on fait de notre temps et comment on s'inscrit dans le temps de l'humanité. Hier, il y avait une conférencière qui parlait de réhumaniser
le monde, c'est peut-être aussi par là que ça peut passer. Juste une remarque. Je peux faire une remarque. Juste que dans le monde des CESU, je suis là. Nicole, c'est Carole. Juste que tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, dans le fait de faire de la recherche sur la façon dont on travaille, sur nous, etc., c'est possible. Et il faut que ça devienne de toute façon indispensable parce que, à un moment donné, il va falloir qu'on ait aussi une valeur scientifique pédagogique. Ce qu'on fait dans nos CESU, la pédagogie active, alors excusez-moi la trivialité de mais c'est pas rien, quoi. On fait un travail extraordinaire de construction. On voit que ce qui nous anime tous autour de la réflexivité, ça permet à nos étudiants de progresser, à nous aussi, dans la façon dont on s'observe travailler, dans la façon dont on explicite notre expertise en soins. Et ça, si à un moment donné, on n'est pas capable de transformer ce qu'on est en train de faire en publication et donc en recherche, eh ben on restera effectivement un CESU. Et on a autant de place en recherche et en publication que n'importe quelle communication scientifique. Et que nous, on fait de la science en sciences de l'éducation, mais ça a autant de valeur que des recherches quand on trempe les queues des rats dans de l'éther. Voilà, ça a même plus de valeur parce que nous, on traite de l'humain. Et c'est long, les recherches qui traitent de l'humain, et merci de nous avoir permis de penser qu'on pouvait le faire, parce qu'on peut le faire, parce qu'on a tellement de possibilités de recherche dans nos CESU. Merci beaucoup, Nicole, de ça. Ça nous ouvre des perspectives incroyables. Merci, Carole, parce que moi qui connais... Moi qui ne connais pas bien les CESU, à part les Strasbourgeois, j'ai bien perçu pendant ces 3 jours, ces 2 jours et demi, j'ai bien perçu ce potentiel. C'est pour ça que j'en parlais au début. Et un potentiel de recherche avec les terrains que vous avez, mais qui en plus ont des retombées sur le développement personnel et professionnel et sur la formation. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une dynamique globale. C'est pas je fais de la recherche pour faire de la recherche et pour publier. Et je pense que ça, c'est capital avec ce réflexivité ou bien recherche réflexive, je dirais. Merci, Carole.